que l'innovation, ça marche un peu par grands cycles. Donc, tu prends les années 80, l'ensemble du VC dans le monde a fait des semi-conducteurs pendant 15 ans, qui étaient du hardware, software, un peu industriel, enfin, globalement. Ensuite, on a eu 20 ans, 2020, on en a parlé, transition numérique, donc DNVB, SaaS, Marketplace. Et globalement, l'ensemble du VC dans le monde fait ces trois sujets-là, quoi. Un peu d'exception, mais enfin, grosso modo, c'est bien ça. résumé. Et en fait, on arrive un peu à la conclusion qu'on voyait que, tu vois, Airbnb, ça a été fait, quoi. Alors après, tu as Airbnb pour les surfeurs en Aquitaine, tout ça, mais ça va pas faire 12 milliards. Et je pense qu'on transitionne un peu sur revenir à des sujets beaucoup plus techno. Donc l'IA en fait partie, il n'y a pas que l'IA. Nouveaux matériaux, la chimie verte, enfin, il y a plein de choses, mais qui sont beaucoup plus deep tech. On a une vision large du deep tech, hein. Il n'y a pas forcément de patents, de brevets, etc. Mais on veut qu'il y ait un asset technologique. Voilà, c'est pas juste un SaaS de workflow. Voilà, il faut qu'il y ait un asset technologique. On pense que c'est quand même ça qui crée une barrière. Mais en vrai, en France, des fonds dont les GP Ce sont des entrepreneurs, ont eu une multi-entrepreneurs. expérience entrepreneuriale significative, il y en a très peu. Ouais. Aux États-Unis, 40% des fonds sont plutôt des fonds où les GP, c'est leur deuxième vie. C'est-à-dire ils ont une vie entrepreneuriale d'abord, et puis Andreessen Horowitz, c'est l'exemple type. Je veux dire, ils ont eu des beaux succès entrepreneuriaux, puis à la quarantaine, cinquantaine, ils ont monté leur fonds. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Entretien avec un VC. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Van de Waal. Bonjour Thierry. Bonjour, merci. Merci de m'accorder un peu de ton temps. Donc Thierry, eh bien, il a un parcours particulièrement riche. Il est ingénieur de formation, entrepreneur à succès, notamment avec la session de Cube, c'est ça comme Cube à Publicis en 2007. Et puis, avant d'être un dirigeant consacré plutôt à l'international, que ce soit avec Publicis ou avec Atelier de Cologne. Puis, pour arriver aujourd'hui à avoir vraiment cette casquette d'investisseur, on va parler de tout ça. Ça va être enrichissant. On va parler aussi, dans un second temps, de deep tech. Parce que c'est un peu quand même votre thèse, deep tech durable, c'est ça qui est important. Donc, avant de commencer, comme à chaque émission, Thierry, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, me partager un peu ton parcours de professionnel et d'entrepreneur quelque part à investisseur? Oui, bien sûr. Alors, déjà, ravi d'être ici. Merci de m'avoir invité. C'est un super truc de pouvoir un peu faire partager un peu d'expérience. Alors, moi, en effet, je suis en banlieue parisienne. J'étais au lycée en banlieue parisienne. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur et puis je suis passé ensuite par HEC Entrepreneur qui m'a fait découvrir ce que c'était l'entrepreneuriat. Petit hommage à Robert Papin, que beaucoup connaissent d'ailleurs, qui était le fondateur de HEC Entrepreneur et qui est décédé il y a quelques jours, et on lui a beaucoup rendu hommage. Moi, il m'aura tout appris. Juste après ça, j'ai fait de l'entrepreneuriat. Finalement, c'était pas si fréquent en vrai. Parce que oui, à l'époque, quand tu sors d'HEC, t'es pas plutôt. Il y en a pas beaucoup. Voué à aller faire de l'entrepreneuriat. Il y en a pas beaucoup qui mode font. Non, c'est beaucoup moins à la mode il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Heureusement, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est devenu en effet beaucoup plus mainstream. Et avec Xavier, que je rencontre dans des clubs d'entrepreneuriat, etc., et qui depuis, on ne s'est pas quitté, hein, ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble, avec Xavier, qui a quelques années de moins que moi, qui était ingénieur aussi, on décide de lancer une start-up plutôt orientée dans le data analytique, donc l'analyse de données, qu'est-ce qu'on peut faire avec la data. Alors c'était un peu avant l'IA d'aujourd'hui, hein, mais d'accord. Voilà. Et ça marche plutôt pas mal. Après, la data, en vrai, à l'époque, c'était les bases de données CRM, parce que où est-ce qu'il y avait de la donnée? Finalement, c'était dans les grosses bases de données de clients. C'est là qu'il y avait des grosses bases de données. Et donc, tout ça fait qu'in fine, on devient une agence de com technologique, quoi, une web agency. Okay. Le métier évolue, on commence avec les bases de données CRM, tout ça fait que finalement, tu discutes quand même plutôt avec les directions marketing. Et du coup, ils te demandent d'autres choses. Et in fine, on devient une agence web, quoi. Qui marche très bien. On est à peu près 150 personnes en 2007, donc 5-6 ans après la création. Et on vend la boîte à Publicis. Donc ça, c'était... C'est allé vite. Et pas de levée de fonds pendant cette période en plus. C'était from scratch parce que c'était un truc serviciel, un projet serviciel où
voilà, vous vendiez du conseil au fur et à mesure en tant qu'agence. C'était ça le modèle? Ouais, alors je peux faire la version courte ou la version longue. En version quand même tout petit peu plus longue, si, en fait, en 2000, on était à peu près comme 2020, il y a 4-5 ans, je sais pas si tu te rappelles. Et donc, il y avait beaucoup d'argent, tout entrepreneur, il fallait absolument le financer, etc. Et on a levé de l'argent auprès de Europatweb, qui était en fait Groupe Arnaud à l'époque. D'accord. Arnaud. Donc, si, on avait levé de l'argent. Et à l'époque, on voulait faire des questions-réponses sur Internet. Enfin, c'était un peu ça notre truc. Et assez rapidement, enfin, ça a duré 6 mois. On a pivoté, agence de service. On s'est dit, bah non, mais en fait, on va faire du service et ça va être mieux. D'accord. Et ce qu'on sait faire, c'est les bases de données. Donc ça, voilà. Il faut voir qu'en 2000, en fait, tout le monde voulait mettre de l'argent dans les startups parce que c'était incroyable. Qui avait marqué .com. Mais en fait, il n'y avait pas de clients. Il n'y avait personne sur Internet. Donc, assez vite, tu disais qu'en fait, tes clients, c'était la startup d'à côté. Mais bon. Donc, on a vite pivoté, c'était très bien. Et c'est là, voilà. Et puis, du coup, 2007, on se retrouve chez Publicis à diriger, du coup, la partie non publicitaire, en fait, finalement. Donc, tout ce qui était marketing opérationnel, etc. Très chouette, super aventure. Pareil, avec Xavier. Avec Xavier. Il est toujours dans avec Xavier, il est dans le coup, et toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais, c'est assez intéressant comme binôme. Ouais. Et franchement, Extra, Publicis, c'est une boîte qui est très habituée à intégrer beaucoup de boîtes. Ils intègrent beaucoup d'agences. Donc, en fait, on se retrouve avec des avantages d'être chez Publicis et pas beaucoup des inconvénients. C'est-à-dire, on reste globalement indépendant chez nous, dans notre boîte. Bon, ils nous demandent de grandir. Ils grandissent, on grandit. On a le nom Publicis en plus pour avoir des clients, c'est quand même plutôt mieux. Ça se passe bien, voire même très bien, puisque la boîte grandit de façon très significative pendant les 3 ans, en fait, 3 ans d'earn-out. Hein, les bits fait plus de x10 entre le moment où on a vendu et les 3 ans après. Tu l'as eu ton earn-out. Bah, on a eu l'earn-out, c'était un multiple de l'EBIT. Donc, donc non seulement on l'a eu, mais il a coûté à Publicis un peu plus cher que ce qu'ils avaient prévu. Mais ils aiment bien. On aime bien payer un EBIT. Oui, c'est comme un commercial où tu lui payes un bonus très supérieur à ce que tu avais imaginé. Voilà. In fine, c'est pas mal. C'est qu'il a bien vendu. In fine, c'est pas mal. Et donc voilà, donc aventure Publicis. Et puis comme ça se passe bien, ils nous demandent d'aller nous occuper de Publicis Asie. Xavier, du coup, part à Singapour, moi à Shanghai. Et on s'occupe de Publicis Asie pendant 2 ans, qui est un gros bousin pour le coup. Hein. On se rend pas bien compte, mais Publicis en France, c'est... à l'époque, c'était 3-4 000 personnes, c'est peut-être un peu plus maintenant. Okay. Publicis Asie, c'est 20 000 personnes, c'est un beaucoup plus gros, plus gros truc. Donc, marrant ce job qui consiste un peu à organiser les pays. Bon, sachant que chaque pays a déjà son patron, ça marche. Hein. Mais bon, on fait beaucoup de M&A à ce moment-là, du coup. On rachète plein d'agences. D'accord. Voilà, de jolies aventures. J'avais toujours dit que moi, un grand groupe, c'est sympa, mais entrepreneur dans l'âme, donc mon objectif c'était pas de faire carrière chez Publicis. Et justement, tu faisais beaucoup tu parlais de M&A, mais c'était un peu justement ta casquette, c'était de faciliter ça aussi, en fait, les intégrations, parce que toi-même tu avais vécu une intégration et plutôt excellente, apparemment. Donc c'était ça un peu le job. Ouais, le job de CEO chez Publicis Modem, en l'occurrence Publicis Asie, c'était essentiellement en effet faire du développement, et donc du développement c'était beaucoup du M&A, puisque en fait les agences opérationnellement chacune avait un patron de pays et ça tournait dans le pays, donc le job un peu régional consistait beaucoup alors quand il y avait un problème dans un pays s'en occuper, mais aussi penser à du développement. Donc un patron de pays disait moi je voudrais acheter telle agence, etc. Et moi j'allais un peu regarder, on s'en occupait, ensuite on gérait ça avec la direction financière chez Publicis, mais c'était beaucoup ça le job. On a racheté presque 15 agences en 1 an et demi. Ouais, c'est énorme. C'était quand même pas mal. Et justement, t'en tires quoi comme expérience? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce type de job? Justement, c'est l'intégration des équipes, c'est de trouver la bonne offre, parce que 15, c'est énorme. C'est de l'intégration à la chaîne. Oui, alors après, c'est sur plein de pays. Et à chaque fois, ils se connaissaient déjà. Enfin, tu vois, j'étais pas tout seul. Il y a déjà eu un gros travail préalable. Exactement. Oui, c'est l'intégration. Le boulot, c'est l'intégration. Le management de transition. Il y en a plus de la moitié où ça marche pas. Hein. Il y en a plus de la moitié où globalement 6 mois après il n'y a plus vraiment d'agences. Enfin, les gens sont partis parce qu'en fait ça les intéressait pas vraiment d'être dans un grand groupe. Voilà, et donc en fait on a acheté en vrai pas grand chose. Et puis il y a une moitié des cas où ça se passe vraiment bien.
comme ça a été le cas avec nous, où finalement les gens sont contents. Au contraire, tu bénéficies des effets de structure. De la force, Et là, dans ce cas-là, je pense que le groupe est très gagnant. Et dans les cas où ça se passe pas très bien, il n'est pas très perdant, parce que le modèle d'achat étant un multiple de l'EBIT, sur l'EBIT futur, en vrai, s'il n'y a pas d'EBIT futur, ça n'aura pas coûté très cher. Ok. Je te pose cette question parce que c'est un sujet que j'aime bien aborder, puis qui a été abordé, qui sera abordé à nouveau dans ce podcast. Ça intéresse beaucoup comment on fait de la croissance, comment on se développe, et est-ce que justement le M&A, ce serait pas aussi une bonne solution pour les startups quand elles sont en train de grandir? Est-ce qu'elles doivent grandir aussi par de la croissance externe comme ça? Et toi, je sais pas, avec ton expérience, si cette double expérience, comment tu vois les choses? Alors, sur les grands groupes et les startups, c'est une question très différente. Sur les grands groupes, moi, je suis à peu près persuadé, là, ça fait quand même maintenant 25 ans que je travaille dans l'innovation, que les grands groupes, pour plein de raisons, ont beaucoup de mal à innover, pour des raisons même humaines, c'est-à-dire le gars à son poste dans un grand groupe, il n'a pas tout à fait intérêt à innover lui-même. Il a intérêt à faire le truc qui va marcher, à faire que à peu près tout ce qu'il dit se réalise. Ouais. Et donc, c'est contraire de l'innovation. En gros, on lui demande d'être sûr. La bourse demande que les bits qu'on donne en début d'année soient celles qui soient effectivement ce qui arrive effectivement. Il ne veut pas de risque. Donc, un grand groupe, pour plein de raisons, a beaucoup de mal à innover. Et je pense que c'est un modèle qui n'est pas plus mal, d'ailleurs, qu'un grand groupe soit finalement un espèce d'intégrateur. Et que l'innovation, c'est soit l'entrepreneuriat, c'est soit des startups qui aient vocation ensuite à rejoindre les grands groupes et qui apportent cet ADN entrepreneurial et un peu d'oxygène pour faire grandir le groupe. Chez Publicis, c'était vraiment ça. Hein. C'est finalement les talents, à un moment, créent leur petite agence parce que c'est comme ça, un talent, il a envie d'être libre, indépendant, il crée son agence, puis à un moment, il a créé un truc qui est un peu significatif. Il voit l'intérêt d'un grand groupe qui peut lui permettre de croître dans d'autres pays avec ses grands clients. Et boum, il rejoint le grand groupe. Puis ça dure ce que ça dure. Et puis ensuite, ils en rachètent d'autres. Et voilà. Mais du côté de tes startups, c'est pas ta vision. Tu vois, moi, j'en discutais avec Philippe Herbert, avec qui on a fait un échange aussi dans ce podcast. Lui, il est vraiment convaincu qu'une des clés de succès peut être vraiment le rachat d'autres, le M&A, le rachat d'autres startups de ton secteur. Après, ça dépend du secteur. Ouais, il faut vraiment. Ça dépend de plein de sujets. Il n'y a quand même pas tant d'exemples que ça. Quand ça réussit, c'est super bien. Des boîtes qui fusionnent et tout, il y en a. Hein. C'est quand même pas très facile entre petites boîtes où souvent il y a une question RH parce que souvent il y a deux patrons qui sont des entrepreneurs en plus, tu vois, qui sont des mecs qui ont créé leur boîte. Quand tu as créé ta boîte, tu as quand même déjà un peu de personnalité. Un peu d'ego. Non, mais c'est normal d'ailleurs et c'est logique. Donc, ça peut marcher, mais c'est quand même pas tout à fait évident tout le temps. En tout cas, la fusion entre égaux. Après, il peut y avoir le rachat à la casse. Il y en a un qui rachète l'autre. Ça, c'est différent. Donc, si ça peut se faire et s'il y a l'opportunité de le faire, il faut absolument le faire parce que ça crée beaucoup de valeur. Mais le nombre de cas de figure où ça peut marcher humainement, d'un point de vue business, où on fait vraiment 1 + 1 = 3 et pas 1 + 1 = 0,5. Quoi. Le nombre de cas de figure n'est pas si élevé en vrai. Ok. Bon, on revient, c'était une petite digression. Ouais. Mais donc, tu en arrives à passer pas mal de temps dans ce grand groupe. Et là, tu te dis, bon, les grands groupes, ça y est, j'avais un peu prévenu, c'est pas ma cam à la base. Exactement. Et là, il y a l'opportunité, avec des amis qui montaient Atelier Cologne, de replonger dans l'aventure entrepreneuriale. Donc là, je change un peu de crèmerie parce que j'avais quand même toujours été quelque part dans la tech, même si je me suis retrouvé chez Publicis. Mais c'est quand même une boîte un petit peu tech d'un certain point de vue. Bon. Et là, pour le coup, pas du tout tech. Chez Atelier Cologne, on fait du parfum. Et c'est une aventure entrepreneuriale extraordinaire. À l'époque, je fais toujours depuis la Chine. Donc, création 2012. Et la boîte explose vraiment en 2013-2014. Toujours rentable. La boîte n'a jamais eu un EBIT négatif. Et on vendait du parfum. On s'est lancé en 80 pays dès la première année. C'est fou. Et la boîte a cartonné dans 2 grands pays, donc c'est quand même pas mal. C'est mieux quand tu cartonnes dans des petits pays qui sont les États-Unis et la Chine. Donc on est vite été très performant aux États-Unis et en Chine. Et après, dans les autres, ça marchait correctement. Mais voilà, il y a eu ces 2 locomotives. Et donc, ça a été un super succès. Et la boîte a été vendue à L'Oréal en fin 2015, début 2016. Ça allait très vite en plus. Ça allait très vite.
Ouais. Et toi, tu connaissais justement les fondateurs, mais tu es rentré dans l'aventure très tôt, c'est ça? Ouais, En c'est tant ça. qu'investisseur aussi ou... Alors j'étais, tu peux dire, premier investisseur, late co-founder, Voilà, c'est ça. gros investisseur et premier salarié. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Il y a un peu de tout ça. Mais oui, globalement, je suis arrivé dans l'aventure très tôt. J'ai mis un peu d'argent. Puis ensuite, j'ai travaillé plein temps. Enfin, voilà, moi, j'étais en charge de toute l'Asie. Et donc, oui, globalement, premier salarié, quoi. Enfin, je sais pas comment. J'ai été relué au moment où je suis rentré. Enfin, voilà, on a trouvé un arrangement qui a été bénéfique pour tout le monde. Mais je ne suis pas le fondateur, en effet, initial. Mais bon, ça a été tout comme. En tout cas, je l'ai vécu comme ça. J'étais relué, donc j'étais actionnaire, investisseur. Enfin, voilà. C'était pareil. C'était une très jolie aventure entrepreneuriale, vraiment très, très chouette. Où là, j'ai vraiment appris le commerce, pour le coup. Tu ne vois pas trop en tech. Mais là, il faut passer un peu de temps dans les... en plus, c'était en Chine. Donc là, on ouvrait des petites boutiques en Chine. En plus, on n'avait pas levé d'argent. Donc, il fallait trouver des bailleurs qui étaient assez sympas pour nous filer des baux en pourcentage du chiffre d'affaires et pas en fixe. Ce qui est quand même pas évident. Surtout quand tu veux un produit de luxe et que donc tu veux pas n'importe quelle boutique. Tu veux la belle boutique au bon endroit, genre sur les Champs-Élysées. Mais ça a plutôt bien marché. Les Chinois sont des gens hyper pragmatiques. Donc, en fait, tout est négociable, tout peut se discuter. J'ai adoré ce pays, moi. Donc s'ils sentent que le produit va bien marcher, tu leur dis bah oui mais j'ai pas d'argent, bon bah, c'est pas grave, on va trouver une solution. On trouve des solutions en général. Excellent. Et donc ça a été une aventure extraordinaire à Atelier Cologne en Chine. Donc deuxième expérience entrepreneuriale et deuxième exit. Exactement, à L'Oréal. Alors avec une exit très différente, très très différente de ça peut être intéressant pour les auditeurs. Hein. Je disais Publicis c'est dans une logique d'acheter des gens. C'est une boîte de service, fondamentalement. Donc, en fait, tout est en multiple de l'EBIT sur 3 ans pour être sûr que tu restes 3 ans en te disant, mais c'est un multiple de l'EBIT dedans 3 ans, comme ça, voilà. Et puis tu resteras mieux. Et puis, si tu veux rester 4 ans, on est content. Voilà. L'Oréal est très différent. L'Oréal, c'est une boîte industrielle qui est organisée de façon remarquable, j'ai envie de dire, mais une boîte complètement industrielle, donc complètement formatée, avec des directions dans tous les sens, et puis des directions matricielles, donc des directions pays géographiques, et puis ensuite la R&D, le marketing, la com, le produit, enfin bref, des tas de directions. Et donc, intégrer une boîte comme Atelier Cologne là-dedans, à la différence d'un Publicis qui disait non mais surtout restez comme vous êtes, voilà, faites de l'EBIT, on sera content, mais voilà. L'Oréal nous dit bah oui mais bon forcément votre R&D bah, ça va dans notre R&D, la production bah nous on a des usines donc on va produire, puis bah la géographie bah nous on a déjà une direction Chine, une direction US, une direction enfin voilà, et donc la boîte est forcément un peu éclatée dans toutes ces directions, ce qui est hyper bien hein, parce que du coup tu bénéficies des effets d'échelle partout. Par contre il y a moins de place pour un fondateur. Forcément, parce que du coup, tu as fondé ta boîte, tu avais une équipe avec, on était à peu près une quarantaine chez Atelier Cologne. Bah, du coup, le lendemain, chez L'Oréal, il y a... voilà, donc il y a moins la logique de on tient le fondateur, et il y a plus une logique de on développe la marque et la boîte. Et donc là, typiquement... moi, typiquement, je ne suis pas resté. Et les fondateurs, c'était genre 1 an Ouais, c'est ça. Enfin, très peu de temps. 1 an et demi, avec une logique plus de représentation, de passation et de représentation, et de faire en sorte que ça se passe bien pour la marque, que de réellement piloter réellement tout, puisqu'en fait, il y avait un pilotage avec des gens sur chacun des domaines plus experts. Voilà. Et l'intégration, avec le recul, là, c'est bien passé ? Ouais, l'intégration s'est super bien passée. L'Oréal il y a eu des hauts et puis des bas. Il y a eu 4 ans magnifiques. Ils ont acheté en 2016 jusqu'au Covid. Vraiment une intégration magnifique. Ils font une croissance très importante. Franchement, j'ai trouvé qu'on commençait quand même déjà à faire des gros chiffres, et donc une croissance très importante sur des gros chiffres, c'est quand même plus compliqué. Alors évidemment, il y a toute la force de L'Oréal derrière, mais vraiment très bien. Et puis ensuite, ça a été on était très retail chez Atelier Cologne, donc on vendait beaucoup en boutique, alors soit nos boutiques, soit des corners, mais on était très physique. Là où L'Oréal a plein de business, mais le business classique est aussi beaucoup en grande distribution, genre du shampoing en grande distribution, etc., qui n'a pas souffert du Covid, parce que la grande distribution restait ouverte, versus nos boutiques ont souffert du Covid. Et donc, dans les comptes de L'Oréal, Atelier Cologne, en 2020, forcément, c'était moins beau que le reste.
Enfin, puisqu'on n'était plus retail que... Et ça, du coup, ensuite, ça s'en est pas beaucoup relevé, quoi. Je pense que je connais pas bien ces grands groupes. Moi, finalement, je vois ça de l'extérieur, hein. Mais j'ai l'impression que quand, du coup, il y a un truc qui s'est pas bien passé, bah, ça intéresse plus grand monde, du coup, et tu vois, on va voir d'autres trucs. Quand tout marche bien, on le développe, et puis... donc ensuite, ça a été plus compliqué, ouais. Donc, les 4 années qui ont suivi l'acquisition se sont vraiment super bien passées, ouais. Bon, franchement, j'ai découvert de loin, parce que j'ai pas vu, mais quand même vu comment ils ont managé la boîte. C'est vraiment une machine de guerre, L'Oréal. C'est vraiment une boîte industrielle hyper formatée et hyper performante, quoi. Un beau fleuron français, en tout cas. Et alors, tu décides de... Bah, toi, tu restes pas dans cette aventure. Et là, qu'est-ce que tu... Et ben avec Xavier, on se dit qu'on veut faire de l'investissement. Et parce qu'on faisait déjà beaucoup d'angel investing, on adore ça, on voulait revenir à l'innovation, côtoyer des entrepreneurs, éventuellement transmettre un peu de notre expérience, transmettre un peu de notre argent, parce que finalement on avait quand même gagné de l'argent. Donc au lieu d'acheter des actions totales en bourse, c'est quand même plus sympa d'investir dans une start-up. Donc on l'avait déjà fait pas mal, mais de façon un peu désorganisée. Et on se dit, franchement, faisons-le de façon un peu organisée, quoi. Ouais. Et on crée Wind à ce moment-là, Wind 1 en 2016. Et donc on met un peu d'argent de nous. Et puis on se dit un peu la fleur au fusil, c'est super, nous on a mis un peu d'argent, puis on va aller voir 2-3 institutionnels, et puis forcément ils vont nous mettre un peu d'argent aussi, quoi. Et puis du coup on va faire un fonds un peu significatif. Et puis le premier que je vais voir, j'étais déjà à LP dans Isaïe, qui avait été créé quelques années avant par Christophe Reynaud et puis Jean-David. Et Christophe, je le connaissais bien depuis assez longtemps, et je déjeune avec Christophe. Et puis Christophe, il me dit, mais Thierry, t'es à l'ouest, quoi. Tu vas pas aller voir la BNP va te filer 10 millions comme ça. Même si tu as été un super entrepreneur, tout ça, ça va pas marcher comme ça. Par ailleurs, il y a l'AMF, la réglementation, puis ça fait quand même 6 ans que tu habites en Chine. La France, là, tu redébarques, mais voilà. Et il me dit, par contre, j'ai une autre solution. C'est nous, chez Isaïe, tu vas venir, on t'associe un peu comme si tu avais un peu créé la boîte avec nous, on t'associe, tu nous rejoins. Et puis Wind 1, tu le gardes avec Xavier, mais vous laissez juste votre argent à vous et vous ne l'ouvrez pas à l'extérieur, quoi. Voilà. Et puis on se parle avec Xavier, après je vois aussi Jean-David, et puis on arrive à la conclusion que c'est pas mal, en fait, comme système. En plus, à cette époque-là, Isaïe était déjà bien connu, d'abord parce que c'était un des tout premiers fonds réellement d'entrepreneurs, et puis il venait de faire Blablacar, qui marchait bien. Très belle, très belle image. Et donc, en fait, de 2015 à 2022, globalement, j'ai d'un côté mon track Wind, sur lequel, pour des sujets de conflit d'intérêts avec Isaïe et tout, on met des tickets de 100 000 euros en suiveur. On fait du petit Kima à notre échelle, quoi. Hein, donc on met 100 000 euros une fois par mois, quoi, globalement. Donc on fait quand même pas mal de deals, du coup, parce qu'on a fait une centaine de deals en tout, en 8 ans. On a fait et plutôt dans quoi? Dans tout, c'est très général. Ouais, parce que là, il n'y a pas de thèse, tu vois. Donc on trouve que l'entrepreneur est top, on y va, quoi. Okay. Mais on a fait un peu de marque, beaucoup de software, beaucoup de marketplace. De toute façon, c'était l'époque. Hein, c'était ce qui est fou, c'est que vous d'ailleurs, mais tu as une expertise hyper retail, très retail avec Atelier de Cologne. Et de l'autre côté, hyper tech avec ta formation. Et en fait, on a, je pense, quand même toujours un peu aimé la tech quand même avec Xavier. Et du coup, quand même, 3/4 des deals qu'on fait sont quand même assez tech, voire très, très tech. Et on a fait aussi un peu de deals industriels, un peu à vendeur, parce que 2017, 2018, 2019, c'était quand même la grande époque du SaaS Marketplace, et les VC ne voyaient que SaaS Marketplace. Nous, on en a fait beaucoup aussi. Mais on a fait aussi d'autres trucs. On a fait Yuka, on a fait des trucs, tu vois, qu'on aimait bien comme ça. Que tu partages avec Marc Ménassé, exactement. Qui est le groupe Founders Future. Ouais, mais on n'est pas 36 à être dedans, d'ailleurs. Ouais. Et donc, pendant 7 ans, je fais ça. Et puis, j'apprends un peu le métier institutionnel. C'est un peu différent quand même d'investir ton argent et d'investir l'argent d'autrui dans un cadre AMF réglementé, institutionnel, sur lequel il y a quand même pas mal de best practices. Tu vois, le fait que, par exemple, un fonds de VC, il investit 50% grosso modo en primary, donc dans des boîtes initiales, et il garde 50% juste pour investir. Tu vois, ça, c'est le genre de choses qu'en angel, tu fais pas. Tu t'organises pas comme ça, enfin, en général. Et toi, justement, tu me dis, on fait 100 000 euros, parce que, on va dire, un deal par mois, donc 100 000 euros. Du coup, les secondaries, les autres deals, tu fais comment sur cette poche de Wind?
C'est-à-dire les refinancements, parce qu'il y a tout le temps des refinancements. Ouais. Tu suis pas. C'est votre stratégie qui ils suivent presque jamais. Après, ils ont créé un petit. Écoute, du pour coup, des on a secondes été mains, très opportunistes. On était D'accord. très opportunistes et Comment vous faites avec Xavier pour gérer 100 lignes si vous avez t'es 100 lignes suiveur. Alors tu sais, quand t'es suiveur, c'est quand même très différent d'être Oui, lead. oui. Hein. Ouais. Tu sais, le papier, bon, tu le signes en bas. De toute façon, il faut signer en bas parce que tu sois d'accord ou pas d'accord. De toute façon. Voilà. Et globalement, notre seule décision, c'était est-ce qu'on sort, est-ce qu'on remet à chaque fois qu'il y a une opportunité. Et en vrai, on a quand même pas mal fait le trade-off en disant si la valo devient assez dingue, très élevée, et que nous, on est déjà à x10 ou plus sur le truc, on sort. Et ce qui a fait que, et heureusement, in fine, d'ailleurs, on est beaucoup sortis en 2020-2021, parce que beaucoup des boîtes avaient des valos quand même, en tout cas très significatifs par rapport au montant qui était rentré 2 ans avant. Donc on est beaucoup sortis à ce moment-là. Et puis parfois on remet. Même souvent on a remis d'ailleurs quand on trouve que justement c'est pas une valo dingue ou que c'est un peu défensif. Il y a encore quelque chose à aller chercher. Ouais, alors soit en offensif, parce qu'on trouve que franchement il y a quelque chose à faire et que la boîte elle n'est pas survalorisée, soit pas mal en défensif. Aux Angels, il faut toujours garder un peu d'argent, parce qu'une boîte, c'est pas mal de haut, pas mal de bas aussi, toujours. C'est rare, le succès linéaire du début jusqu'à la fin n'est qu'un succès. Et en fait, quand il y a le petit bas, souvent, il y a peut-être un petit wash-out de la cap table ou un truc où on dit, non, mais en fait, on va rajouter plein de préf. Alors, je parle peut-être un peu chinois non, mais tu as raison, c'est important d'en parler. C'est dans ce moment-là où... Et dans ce moment-là, il faut remettre, quoi. Ouais. Dans ce moment-là, il faut remettre. Et tu as justement des bonnes expériences là-dessus où, en effet, ça arrive à beaucoup de deals et on en a aussi beaucoup chez Solifund où tout d'un coup, tu vas te retrouver dans le creux de la vague, on va dire, et que là, les nouveaux invests sont là avec une préférence sur les actions, souvent une diminution de la valorisation simplement de la boîte pour cleaner tout ça. C'est là que toi, tu te renforces. Ouais, là, dans ce cas-là. C'est les bons coups, quoi. Et typiquement, les 2 dernières années, on aura remis beaucoup dans pas mal de boîtes où on dit, mais en fait, la boîte, elle a quand même des bons fondamentaux et tout. Et là, il lui manque 500 000 balles pour atteindre l'équilibre. Et en vrai, c'est pas trop un sujet. On trouve un peu cher payé les 500 000 balles qui prennent 50% de la cap table. Ouais, voilà. Donc, on y va, ouais. Donc, on y va aussi, nous. Ok, excellent. C'est hyper intéressant. Donc ça, c'est en Angel. Et puis, et à côté de ça, je suis chez Isaïe, où là, c'est quand même très différent, puisqu'on ne fait pas un deal par mois, mais on fait plutôt à 3 associés. Il y a globalement Jean-David, Christophe et moi. À 3 associés, on fait plutôt 3 deals par an, 3-4 deals par an. Et là, plutôt un deal par... Alors, on met du gross. On mettait entre 1 et 3 millions. Finalement, on ne faisait pas des deals très différents de Wind. La différence, c'est qu'on était lead au lieu d'être suiveur. D'accord. En fait, les deals étaient à peu près les mêmes. Par contre, moi, dans un cas, je mettais 100K au milieu de plein de gens. Dans l'autre cas, on mettait 1 ou 2 millions sur un tour de 5. Où, voilà, on était lead. Là, c'est vachement plus de boulot. Tu es au board, il faut passer beaucoup de temps avec les boîtes. Et en vrai, j'ai plutôt préféré ce métier-là. Parce que finalement... tu étais un peu plus entrepreneur t'es vraiment... agir. T'es vraiment un point de contact de l'entrepreneur. T'agis avec lui, t'échanges. T'as le temps de le voir plusieurs fois par mois. Alors que quand t'as mis 100K et que t'en as 100... tu peux prendre un café de temps en temps, mais voilà. Et donc ça, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé ce qu'on a fait chez Isaïe. Et d'ailleurs, on a déployé finalement le fonds 2, qui va être un très joli fonds. C'est un fonds qui, je pense, va faire entre x3 et x4. Donc c'est un très bon millésime, donc le fonds de 2016. Voilà. Et puis ensuite, on a relevé le fonds 3 en 2021. Et puis là, après, je ne vais pas m'étendre dessus, mais le partnership Isaïe a un peu explosé. Jean-David et Christophe, c'était compliqué depuis déjà assez longtemps. Voilà. Et donc, moi, je suis parti à peu près à ce moment-là. Et quand même, j'aimais bien ce que je faisais chez Isaïe. Donc là, c'est le revival, on va dire. On va reprendre là où on s'était arrêté avec Wind, quoi. Ouais, voilà. Puis si le partnership a explosé chez Isaïe, c'est quand même, il y avait des sujets fondamentaux sur lesquels on n'était plus d'accord. Et donc, j'étais content de me dire, tiens, ça, on va pouvoir le faire, quoi. Et donc, Christophe s'en va, je crois, en 2020, tout début 2021. Pour des questions de keyman et tout, parce que c'était quand même important dans un fonds quand des gens s'en vont, c'est important. Donc moi, j'ai mis 1 an à partir. Je suis parti tout début 2022.
Et puis après, j'ai appelé Xavier, je lui ai dit franchement, on a fait Wind 1, là, c'était bien Wind 1, mais on ferait pas un Wind 2 qui est un peu plus pimpé, quoi. Et puis il arrivait à peu près à la même conclusion. Bon, et puis ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, donc on est toujours hyper content de se revoir, là, de repartir sur une vraie aventure ensemble, parce que Wind 1, c'était pas une vraie aventure, tu vois, on mettait des tickets comme ça, mais... Et lui aussi, en tant que binôme, enfin, qu'est-ce qui fait que... est-ce que vous êtes complémentaires d'une manière ou d'une autre? Là, maintenant, le nouveau Wind, c'est quoi? C'est quoi la thèse? Ouais. Et ben écoute, la thèse justement, tu vois, si t'en parles, on arrive à la conclusion que l'innovation, ça marche un peu par grands cycles. Donc tu prends les années 80, l'ensemble du VC dans le monde a fait des semi-conducteurs pendant 15 ans, qui était du hardware, software, un peu industriel, enfin globalement, le semi-conducteur. Ensuite, on a eu 20 ans, 2020, on en a parlé, transition numérique. Donc DNVB, SaaS, Marketplace. Et globalement, l'ensemble du VC dans le monde fait ces 3 sujets-là, quoi. Un peu d'exception, mais enfin, grosso modo, c'est ça. Résumé. Et en fait, on arrive un peu à la conclusion que on voyait que, tu vois, Airbnb, ça a été fait, quoi. Alors après, tu as Airbnb pour les surfeurs en Aquitaine, tout ça, mais ça va pas faire 12 milliards. Et je pense qu'on transitionne un peu sur revenir à des sujets beaucoup plus techno. Donc l'IA en fait partie, il n'y a pas que l'IA, les nouveaux matériaux, la chimie verte, enfin il y a plein de choses, mais qui sont beaucoup plus deep tech. Donc en gros, il faut retourner un peu dans les labos de recherche, un peu qui peuvent être hardware ou software, très souvent avec du... Mais c'est issu des SAT et tout ça, enfin, c'est là que vous allez chercher Ça peut être issu des SAT, mais pas forcément. Ça peut être des mecs qui sortent de l'école et qui font un truc un peu technologique. C'est pas nécessairement. Ça sort pas forcément du CEA, quoi. Ça sort pas forcément du CEA. Ça sort pas forcément du CEA. Mais en revanche, c'est pas une marque, tu vois. C'est pas une DNVB, quoi. C'est quand même, il y a un asset technologique. Et donc, on se dit que l'innovation, quand même, elle va plus être par là maintenant. Les changements vont plus être par là. Et donc, on dit, bah, si on lance un nouveau fonds, on va le lancer sur cette nouvelle thèse. Et donc, on fait un fonds qui est nécessairement deep tech. Ça veut dire qu'on va vouloir... On a une vision large du deep tech. Il n'y a pas forcément de patents, de brevets, etc. Mais on veut qu'il y ait un asset technologique. Voilà. Ce n'est pas juste un SaaS de workflow. Voilà. Il faut qu'il y ait un asset technologique. On pense que c'est quand même ça qui crée une barrière qui fait que, du coup, ce n'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire à ce que tu crées une grosse boîte. Il faut un gros marché, mais il faut aussi une barrière. Sinon, bah, tu as un gros marché, tu as 50 000 boîtes qui se lancent dessus. Et voilà. Donc, on a une vision très barrière technologique. Puis après, on s'est dit, OK, et puis en termes un peu de fil rouge d'investissement, on s'est dit, qu'est-ce qui va changer dans les 20 prochaines années, qui va faire que nos vies vont changer globalement? On dit le réchauffement climatique est probablement un truc qui est assez majeur. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de débat là-dessus. Le climat va se réchauffer. Enfin, il n'y a non plus pas beaucoup de débat là-dessus. Il y a beaucoup de débats là-dessus, mais il n'y a pas beaucoup de débats là-dessus. Non, mais tout le monde est d'accord que ça va se réchauffer. On en parle suffisamment, c'est ça. Et on s'est dit, bah, nous, on ne va pas le prendre sous un angle de se lamenter, de décroissance, de machin. On va se dire, bah, nous, on va chercher les innovations technologiques qui vont nous permettre de nous adapter à cet état de fait, quoi. En gros, si tu cherches une solution à un problème dont tu es sûr qu'il va arriver, et que accessoirement tu trouves la solution, bah, normalement, tu alignes une performance financière et une performance impact. Voilà. Et donc, ça donne un fonds qui fait à peu près 130 millions. Enfin, pour le moment, il est à 105. On a fait un premier closing à l'été dernier à 90. Ouais. Là, et puis maintenant, on est en rolling. Donc, voilà, maintenant, on déploie. Et par ailleurs, il est toujours enlevé. Donc, on est à 105. On s'arrêtera quand on est à 130. Et c'est des tickets de combien que vous mettez du coup là? Pareil, 2-3 millions ou... Ouais, de 1 à 5. De 1 à 5. De 1 à 5, mais bon, 5 c'est vraiment la fourchette haute. Donc en moyenne, on est à l'aise avec 3, quoi. Ça, c'est le truc classique qu'on fait. Et vous êtes bien lead là-dessus. Et on est bien lead, on prend une place au board, on veut passer du temps avec les entrepreneurs. Enfin, voilà. Surtout qu'on se retrouve beaucoup avec des entrepreneurs qui sont quand même dans le cycle innovation digitale. On avait quand même pas mal d'entrepreneurs, écoles de commerce qui étaient assez business dans l'âme. Là, ils sont surtout tech. Voilà, c'est pas 0 ou 1, mais il y a plein de zones grises, mais on se retrouve quand même avec des entrepreneurs qui ont tendance à être un peu plus techno, ce qui est très bien. Ils connaissent bien leur sujet et il y a un vrai truc, mais sur lequel nous, on est très business et entrepreneuriaux avec Xavier et puis dans la team qu'on a constituée, on sent qu'il y a un match d'aide qui est encore plus élevé, quoi. On peut vraiment aider les entrepreneurs, quoi. Et justement, pour les aider, ça passe par...
on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des soit lead founders, businessmen, enfin plus commerciaux, dev, ou en tout cas, on va s'atteler à recruter une équipe plus solide au niveau du bizdev. Est-ce que ça fait partie des Bah gros ouais. sujets que vous abordez tout le temps? Tu sais, l'aide aux entrepreneurs, c'est beaucoup de discussions et de ping-pong. En fait, un entrepreneur, il est quand même globalement seul. Seul, ouais. Hein. Il n'a pas, surtout dans une petite boîte, il n'y a pas beaucoup de cadres avec qui il peut échanger vraiment, tu vois. Donc finalement, nous, c'est un peu le cas. Voilà, on va échanger avec lui. Et donc, on va échanger sur plein de sujets. Le recrutement, t'en parles, en fait évidemment partie, quoi. On va dire, bah oui, mais il manque peut-être tel profil. Comment on fait? Où est-ce qu'on va le chercher? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui vient d'un grand groupe? Oui, mais bon, ça a aussi des inconvénients parce que c'est peut-être pas quelqu'un qui sait vraiment ce que c'est un client pour de vrai. Bon, voilà. On peut aider avec toute notre expérience. Et c'est là notre ADN et notre valeur dans le fond. En tout cas, c'est ce qu'on vend. C'est de dire qu'on est vraiment un fonds hands-on, on est un fonds d'entrepreneurs. C'est très, très rare. Enfin, tu parlais de Marc, il en fait partie aussi. Mais en vrai, en France, des fonds dont les GP Ce sont des entrepreneurs, ont eu une expérience multi-entrepreneurs. entrepreneuriale significative, il y en a très, très peu. Aux États-Unis, c'est 40% des fonds. 40% des GP. Donc on est plus des fonds financiers, nous, en France. Non, mais c'est ça. Ouais. Aux États-Unis, 40% des fonds sont plutôt des fonds où les GP, c'est leur deuxième vie. C'est-à-dire, ils ont une vie entrepreneuriale d'abord. Et puis, Andreessen Horowitz, c'est l'exemple type. Je veux dire, ils ont eu des beaux succès entrepreneuriaux. Puis, à la quarantaine, cinquantaine, ils ont monté leur fonds. Donc, en France, c'est très rare. Et donc, je pense qu'on va essayer d'apporter ça. Donc, dont les GP sont entrepreneurs. Et puis, dont les LP sont aussi entrepreneurs. C'est les deux chez nous. Nous, nos LP, c'est 130 entrepreneurs. D'accord, c'est beaucoup d'entrepreneurs qui font leur réemploi ou en tout cas qui sont là. Exactement. Et donc, eux aussi, ils apportent. Donc, en fait, ce qu'on va apporter aux boîtes, c'est du ping-pong où nous, on a eu nos boîtes, donc on va essayer de faire du ping-pong avec l'entrepreneur. Alors, sur le recrutement, sur sa stratégie commerciale, sur sa stratégie d'allocation de l'argent. Je monte une petite usine, une grosse usine. Des discussions stratégiques un peu, mais qui peuvent être sur un peu tous les sujets. On va juste essayer d'avoir du bon sens et discuter. Après, on va avoir un deuxième rôle qui est un peu ouvrir des portes aussi. Je pense que quand tu es un fonds, par essence, comme on a levé de l'argent, on a vu du monde, on côtoie du monde toute la journée, on a pas mal d'entrées chez des corporates et tout. Plus, en tout cas, souvent que l'entrepreneur, qui est peut-être enfermé dans son monde. Et donc, on peut lui ouvrir des portes. Donc ça, c'est une deuxième grosse valeur. Et on en ouvre d'autant plus qu'en effet, nous, notre base LP aujourd'hui, c'est 50% quelques institutionnels, BPI, FEI, BNP et puis Sopra Steria, et puis un fonds de fonds qui s'appelle Telos. Ça, c'est 50% du fonds. Et puis les autres 50%, c'est 130 entrepreneurs. Et donc ça apporte une valeur de dingue. Voilà, là, on vient de faire un deal dans les batteries. Il se trouve que les deux patrons de Verkor, donc tu fais Verkor, grande gigafactory de batterie qui a levé quand même 1 ou 2 milliards, sont LP chez nous. Donc forcément, tu vois, en tout cas, quand on va leur parler de la boîte, ils vont regarder de façon un peu plus bienveillante, quoi. Et ils sauront peut-être leverager certains sujets. En tout cas, ils leur donneront des conseils, déjà. Et donc, entre cette base LP et puis nous, en effet, je pense qu'on a une ADN très hands-on, où on va essayer d'aider les entrepreneurs de façon un peu concrète, quoi. C'est quelque chose, en tout cas, qui a été, c'était à cette occasion qu'on s'est recroisés, qui a été salué par VC de l'année, VC de l'année par les Omadi Awards. Très belle soirée. Et justement, ça, c'est un peu la consécration quand même. Après, voilà, à peine un an d'existence, vous vous êtes déjà salué là-dessus. C'est quoi vos premiers deals? Est-ce que tu peux juste nous partager 2-3 deals pour que je puisse comprendre la thèse que tu viens de nous exprimer et ce qui t'anime vraiment? Ouais, bien sûr. On a fait 6 deals depuis le début là, sur le fonds. Et donc, on va à chaque fois chercher des sujets qui, en effet, ont une rupture technologique et qui ont un gros marché et, entre guillemets, utile. D'où notre côté résilience au monde de demain et adaptation. Je peux te parler du dernier qu'on vient de signer, qui s'appelle Cosma. C'est des drones sous-marins. Okay. Donc, c'est une boîte qui est à Toulon et qui fait des petits drones pas très chers qui permettent de cartographier et analyser, pas seulement de la cartographie, le sol marin.
Sol marin. Et en vrai, ça paraît bête, hein, mais en vrai, personne ne sait vraiment faire ça, pour plein de raisons. Aujourd'hui, si tu fais un champ d'éoliennes, il faut cartographier le sol marin parce que faudra mettre des fondations, il faut bien savoir ce qu'il y a, comment on va faire. Et aujourd'hui, c'est l'âge de pierre, hein, donc aujourd'hui, on envoie des plongeurs. Puis quand le truc site il fait 15 hectares ou 20 hectares, t'en envoies un, puis t'en envoies un 50 mètres plus loin, puis il dit j'ai à peu près vu ça, et voilà. Et puis ça coûte super cher, et ça se fait compliqué. Là, c'est des essaims de drones, donc ils peuvent envoyer jusqu'à 500 drones ensemble, qui communiquent et qui vont cartographier toute une zone. Donc c'est hyper utile pour les champs d'éoliennes, hyper utile pour les câbles sous-marins, hyper utile pour la pisciculture. Ça va très profondément, ça fait aussi de la recherche. Non, ils vont pas très pas profondément. C'est pas géologie et tout ça, c'est vraiment cartographie. Ils cartographient et ils vont jusqu'à 200 mètres de profondeur. Alors 200 mètres de profondeur, en effet, ils vont pas faire le fond des océans, c'est un autre sujet. Ouais. Mais en vrai, ça suffit 80% de l'activité économique, elle est quand même sur le plateau continental. Et donc, c'était à moins de 200 mètres de profondeur. Donc voilà, et donc eux, ils ont une double activité. Ils ont une activité qui est très analyse des fonds marins, biodiversité, savoir ce qui se passe, où est-ce qu'il y a des algues, où est-ce qu'on peut se mettre ou pas, etc. Donc très utile. Là, c'est eux qui font les études de sol pour le champ d'éoliennes qui est pas en construction, mais qui est en étude au large de Belle-Île en Bretagne. Donc ils ont des rôles comme ça, ou même l'extension d'un port, faire une digue, enfin à chaque fois, c'est un petit drone, et puis voilà. Et ça, c'est un rôle. Et puis ils ont un volet évidemment aussi militaire. Typiquement surveillance des câbles sous-marins, enfin bref, là-dessus, de façon évidente. Et c'est un sujet qui est plus deep tech qu'il en a l'air, parce qu'autant le petit drone sous-marin, c'est une hélice et un moteur, ça c'est pas, il vaut 4 000 €, c'est pas trop le sujet. En revanche, le truc qui nous échappe toujours, c'est que les signaux électromagnétiques, ça passe pas dans l'eau. Et donc dans l'eau, tu oublies ton Wi-Fi, ton GPS, tout ça, tu l'oublies. Et donc tout de suite, tu te dis, ah oui, mais pour faire fonctionner 500 drones ensemble en essaim qui se parlent et qui cartographient, sans signaux électromagnétiques, en fait, c'est vachement plus compliqué. Et c'est là où il y a une super techno. Et c'est là où est leur sujet, qui est un sujet de traitement du signal, en fait. Ok. Voilà. Donc il fonctionne avec des signaux acoustiques, etc. Enfin bref. Donc, c'est là où c'est deep tech. Ouais. C'est une spin-off de l'Ifremer à la base. C'est hyper intéressant. Ouais. Voilà. Et le temps file à toute allure et c'est passionnant. Est-ce qu'on peut juste quand même revenir, tu as un profil qui est particulier, qui est celui d'avoir été investisseur à titre individuel dans plein de startups et d'avoir été, et maintenant d'être investisseur professionnel, parce que c'est ton business. Est-ce que tu aurais des conseils à nous partager avec ta casquette d'investisseur perso et avec ta casquette d'investisseur pro aux gens qui nous écoutent? À titre d'exemple, je ne sais pas quels sont les pièges et erreurs à éviter maintenant que tu as essuyé peut-être quelques plâtres aussi en tant qu'investisseur individuel, par exemple. Ouais, alors c'est dur de donner des conseils parce que tout dépend de ce que chacun veut faire. C'est-à-dire, je ne peux que encourager tout le monde à investir dans des startups individuellement et directement dans des boîtes. D'abord parce qu'il y a besoin d'argent pour l'innovation en France et que c'est quand même les gens et ceux qui en ont gagné un peu qui peuvent en mettre et pas trop d'autres. Même si l'État aujourd'hui en met un peu avec BPI et tout, mais l'État il s'est aperçu qu'il n'avait plus d'argent, donc il fallait en trouver autrement. Donc je peux que encourager tout le monde à investir dans des startups parce que c'est hyper gratifiant. On est au contact d'entrepreneurs qui sont par essence des gens super, qui sont passionnés par leur métier, et donc il y a un peu de contagion là-dessus. Donc ça, je ne peux qu'encourager à le faire. Et c'est très valorisant et ça apporte beaucoup. Et moi, ça m'a beaucoup apporté. Après, sur un volet plus financier... Est-ce que ça a été, parce qu'on n'en parle pas assez, est-ce que tu as été gagnant sur la partie individuelle, par exemple, où tu as essuyé trop de plâtre, tu as perdu? Il y en a beaucoup qui, même ici... peut-être ont partagé le fait qu'à titre individuel, de gagner de l'argent, c'est pas facile en investissant dans les startups. Et il y en a d'autres qui disent que investir dans les startups, c'est la chose la plus rentable dans laquelle on aura gagné de l'argent puisque le fonds Wind 1, en fait, c'est structuré comme un fonds. Et puis, je peux te dire, les chiffres, je les connais bien parce que avant que BPI et FEI investissent dans le fonds 2, je peux te dire qu'on a calculé le truc dans tous les sens. C'est un fonds qui, globalement, en DPI, donc en cash to cash, est aujourd'hui à peu près à x2. Okay. Et il y a encore pas mal de boîtes qui restent à vendre, donc ça va augmenter. Donc ça aurait été des jolies performances. Mais cela dit, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que je disais, investir dans des startups, c'est hyper gratifiant, c'est hyper sympa. Je pense qu'il faut le faire. Voilà, il faut en faire un peu. Si tu as un peu d'argent, c'est bien. Après, sur l'aspect financier pur, faut reconnaître qu'investir
si tu investis que dans quelques boîtes, c'est quand même un peu dangereux. Hein. Il y a quand même des taux de casse hyper élevés. Il y a aussi le fait que quand tu t'en occupes pas, tu vois, moi je m'en occupais pas, mais enfin je travaillais quand même dans un fonds à côté. Enfin voilà, c'est quand même mon métier, quoi. Si tu t'en occupes pas vraiment, bah, il y a tout ce que je te disais, le wash out, toi, Ouais, tu sais t'en pas, mais là, tu parle viens de te pas, faire on te le dit même embarquer. pas. Ouais. Éventuellement, on te dit signer en bas, parfois même pas, parce qu'en fait, le pacte et tout C'est fait prévoit sans que toi. sans toi, c'est fait. Et donc, en vrai, tu as quand même des bonnes chances, quand tu es juste investisseur individuel dans quelques boîtes, tu as quand même des bonnes chances de, en De pas fait, un pouvoir peu défendre perdre, quoi. ouais. Tu vas pas pouvoir défendre tes intérêts. Donc, déjà, il y a des grandes chances que la boîte, elle marche pas. Mais même si elle marche, C'est pas... c'est pas toi qu'on va appeler en premier. Donc c'est vrai que sur un volet purement financier, le faire avec un peu plus des spécialistes, alors soit investir via un fonds, Ouais. soit investir sur des club deals où il y a quand même un lead, un peu quelqu'un qui va vraiment suivre, est probablement préférable. Je pense que sinon, c'est pour des gens qui ne sont pas complètement là-dedans et qui le feraient en se disant c'est pour gagner de l'argent, je pense que c'est un peu dangereux de le faire vraiment en direct comme ça. Et tu me disais, moi, j'ai pas de thèse, c'est l'entrepreneur, etc. Est-ce que tu en es revenu de ça? Du coup, en fait, après 100 deals, je vais quand même me spécialiser parce que là, tu as choisi dans ta profession les deep tech. Du coup, est-ce que tu te gardes quand même la possibilité, d'ailleurs, est-ce que tu te gardes la possibilité d'investir des petits tickets? Ça existe toujours en tant que Ouais. BA ou maintenant c'est trop tard parce que tu es trop conflicté avec ton fonds? Alors en fait, j'en fais quasiment plus en BA. J'ai pas D'accord. formellement, je pourrais en faire. Ouais. Maintenant, en Mais effet, bon. entre les sujets de conflit d'intérêts, donc il ne faut pas que ce soit dans ce que fait le fonds. Plus Et le fait que j'ai pas le temps parce que je suis vraiment de 200%. Enfin, c'est une boîte, un fonds. Donc moi, je monte ouais. une boîte là. Donc, comme tout entrepreneur, j'y suis le soir et le week-end. Tu vois, c'est la vie. Donc j'ai pas trop le temps d'en faire. Donc en fait, j'en fais très très peu. Pour répondre à ta question. Mais ensuite, sur l'histoire de la thèse, elle est intéressante. En fait, tout dépend ce que tu veux faire. À titre perso, j'étais content de ne pas avoir de thèse, en fait. Pourquoi m'enfermer dans une thèse? Je trouve qu'un entrepreneur est chouette. Bah, Tiens, j'ai envie, je suis curieux, j'ai envie de connaître ce domaine-là. J'y vais, je mets un ticket, c'est super. Mais après, si tu te professionnalises, nous, là, Win2, donc c'est professionnel, tu as des LP. Les LP, ils veulent quand même savoir ce dans quoi ils ont investi et ce qu'on va faire. C'est normal. Donc, il te faut une thèse. De toute façon, voilà. Et il t'en faut pas que pour tes LP, il t'en faut aussi pour tes employés, parce que finalement, tu vends aux une employés qui vont venir faire vision, du un truc, VC. ouais. Il faut Il que faut les bonnes compétences. Ouais. ils veulent savoir un peu, ok, mais on va faire quoi? Et même toi, quand tu montes vraiment une boîte, tu as envie de savoir, de pouvoir l'expliquer en termes de communication, de donner il faut que tu aies une stratégie, il faut que tu puisses savoir ce que fait la boîte. Pas juste, bah non, mais en fait, on a juste un paquet d'argent, puis sinon, tu crées pas un truc structuré. Je pense que tu peux pas créer vraiment une boîte qui aurait un avenir et qui pourrait embaucher les bonnes personnes, qui pourrait avoir les bons LP. Il faut un peu d'histoire, c'est normal. Toute boîte a besoin d'une histoire et pouvoir expliquer en l'elevator pitch, enfin, en tout cas en 30 secondes, ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Donc c'est pour ça qu'il faut une thèse. Ouais, et justement, et toi, ta thèse, elle a découlé d'un super track que vous aviez aussi au travers de vos investissements respectifs avec Xavier, où en fait, c'était parce que c'est aussi la thèse du moment, l'avenir, enfin les deep tech, c'est quand même ce qu'on essaye de défendre depuis quelques années là. Ouais. Bah, c'est ce le que je te prochain disais au début. Eldorado, quoi. Ça a été quand même une décision assez rationnelle. C'est-à-dire, on s'est dit, on veut lancer un fonds. Voilà, le VC, on a fait quelques années, tous les deux. Du coup, bon, on aime ça. On aime ça. On a pensé qu'on était peut-être en plus pas mauvais, que ça marchait bien. Donc, on se dit, du coup, voilà. Puis, on aime être au contact des entrepreneurs. Donc, voilà, donc ça coche toutes les cases. Donc, on se dit, on monte un fonds. Puis après, c'est là qu'on se dit, oui, mais si on monte un fonds, justement, c'est pas juste notre argent qu'on va mettre comme ça. Là, Si on veut pouvoir expliquer à l'extérieur ce qu'on fait, pouvoir expliquer à des futurs employés, à des futurs LP, à notre écosystème ce qu'on fait, il faut qu'on fasse quelque chose qui est bien défini et c'est normal. Même si tu veux pouvoir parler aux entrepreneurs, ils se disent ok, mais je prends un fonds qui fait ça, tu vois. Donc on fait du venture, on fait du early stage, c'est déjà une définition. Et puis c'est là qu'on s'est dit, en plus, on pense quand même que l'avenir, ou en tout cas ce nouveau cycle d'investissement, donc ce nouveau cycle d'innovation, qui sont des cycles longs, hein, donc c'est 10, 20, 30 ans, je ne sais pas exactement, mais c'est pas pour 2 ans, il va plus se situer dans la deep tech. Donc on s'est dit,
franchement, allons faire un truc qui est plutôt les métiers de demain que ceux d'hier. Donc, lançons quelque chose de deep tech. Ce qui a derrière un certain nombre de conséquences. Typiquement, en analyste, on a embauché que des ingénieurs et qui ont en plus une appétence à la tech, parce qu'il y a aussi des ingénieurs qui... T'es pas versé en école d'ingénieur, en vrai, la tech, bon... Et on n'a que des gens qui aiment ça. Voilà, qui, quand ils voient une tech, cherchent à comprendre, ok, mais pourquoi, comment voilà. Excellent. C'est à ça que sert une stratégie, c'est que du coup, derrière, t'en découles. Écoute Thierry, là, l'émission, en tout cas, l'échange touche à sa fin. Est-ce que j'ai oublié de te poser une question essentielle à laquelle tu aurais souhaité aborder là, pas spécifique? Écoute, j'en ai pas là comme ça. Voilà. Mais s'il y en a qui arrivent après, on se revoit. Écoute, avec grand plaisir. En tous les cas, merci beaucoup pour cet échange passionnant. Franchement, c'était hyper clair, très intéressant. J'espère que vous aussi, vous en avez profité comme moi. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Entretien avec un VC. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci Thierry.